Merci de suivre les programmes d'Africa 7. Accueillez avec nous l'invité de la rédaction. Son nom, Maître Augustin Senghor. Il est maire de Gorée, il est avocat, il est président de la Fédération sénégalaise de football. C'est en cette dernière qualité que nous le recevons aujourd'hui. Bonjour Maître Senghor. Bonjour Thomas. Dans l'actualité, en ce mois de mai 2012, l'on parle beaucoup de football. Il y a eu ce que l'on peut appeler l'affaire Amara Traoré, qui semble être calmée en ce moment. Est-ce que les comptes de la fédération ont finalement été débloqués? Si oui, quand? Écoutez, je pense que je ne peux pas encore me prononcer. Jusqu'à hier soir, l'avocat de Amara justement était en train de s'activer avec les conseils de la fédération pour rendre effective donc, cette main levée des saisies sur nos comptes. Et je dois dire d'ailleurs qu'Amara lui-même m'a appelé il y a 2 jours pour s'enquérir du niveau d'évolution. Donc je pense que tout se passe correctement. Maintenant, il y a des urgences qui font que souvent, par rapport à l'huissier qui doit faire la main levée, la banque peut plus ou moins recevoir l'acte rapidement. Mais je pense qu'aujourd'hui, le nécessaire sera fait. Combien de comptes ont été bloqués en tout? En fait, l'avocat a essayé de saisir tous les comptes, mais au final, il y avait 3 déclarations de nos banques qui étaient des déclarations positives, c'est-à-dire ces 3 comptes bancaires qui étaient saisis. Et en fait, le problème, c'est que en fait, la saisie d'un seul compte aurait pu permettre quand même à Amara d'obtenir satisfaction. Justement, revenons sur la genèse de cette affaire Amara Traoré. D'où est venu le problème justement entre Amara Traoré et la Fédération sénégalaise de football? Écoutez, je pense que c'est des relations de travail comme on en connaît un peu partout, avec cette spécificité que le contrat d'entraîneur est un contrat différent parce que, on le sait, l'entraîneur de football a des objectifs qui sont différents des objectifs qu'on assigne à n'importe quel travailleur ordinaire. C'est donc des résultats qu'on attend de lui. Et c'est d'ailleurs ça qui justifie très souvent que les entraîneurs gagnent largement beaucoup plus d'argent que n'importe quel autre travailleur, et même des fois des ministres ou des chefs d'État, c'est vous dire. Et à côté de cela, il y a une attente d'une fédération, mais surtout d'un peuple par rapport à des résultats. Et je pense que c'est de là que c'est parti. Après la CAN 2000. Oui, la presse a affirmé qu'il y a eu un contrat qu'il aurait signé. Est-ce que c'est avéré? Écoutez, c'est vrai, ce contrat a été renouvelé à la fin du premier contrat de 2 ans, en décembre. Et il était stipulé que ce contrat a été renouvelé pour 3 ans, mais avec des objectifs précis par rapport aux échéances à venir qui n'ont malheureusement pas été atteints. Et le comité exécutif avait décidé de rompre le contrat de l'entraîneur. Et sur ces entrefaites, lui-même a estimé qu'il devait non seulement percevoir des salaires, et de notre côté aussi réclamer des dommages d'intérêt pour rupture abusive de contrat. Donc, ce qui n'était pas la position de la fédération. Et finalement, Amara a mené le dossier en justice. Alors, sur l'affaire en elle-même, le problème, c'était quoi exactement? L'on a cité, toujours dans la presse, Canal+, qui aurait signé un contrat avec Amara Traoré. Qu'en est-il exactement? Écoutez, je pense que, vous m'excuserez, mais il n'est pas de bon ton, au moment où on est en train de régler, à mon sens, le problème, de revenir sur tous les détails, les péripéties de cette affaire, parce que ce serait peut-être créer encore des difficultés là où on a besoin d'apaisement. Et donc, je ne voudrais pas revenir sur les détails, mais effectivement, d'abord, il y avait un aspect lié au résultat de la CAN. Mais il y avait aussi d'autres aspects que nous avions retenus, mais qui ne sont pas partagés par l'avocat. Mais dans ces cas, c'est toujours le juge, soit le juge civil qui est saisi, ou bien le juge sportif, parce que nos règles indiquent que nos membres doivent aller vers le juge sportif, qui doit trancher. Dans tous les contentieux, chacun pense qu'il a raison. Mais aujourd'hui, on est dans une phase où on doit se retrouver. Je ne souhaiterais pas retourner le couteau dans la plaie, comme on dit. Justement, l'on a évoqué la médiation du ministre des Sports, El Hadj Malick Gakou. Quelles sont les concessions que vous avez faites pour pouvoir en arriver à cette sortie de crise? Oui, permettez-moi d'abord, bien sûr, de remercier le ministre pour en fait, cette démarche de conciliation qu'il a entamée. Et, parce que je pense que le football, dans son ensemble, n'avait pas besoin de cette affaire-là.
compte tenu de tous les objectifs qui nous attendent, qui sont importants pour le pays. Aujourd'hui, au sortir de la réunion de vendredi dernier, les parties ont posé chacune en ce qui la concerne un acte fort, c'est-à-dire renoncer aujourd'hui aux procédures qui faisaient mal, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire pour Amara, faire la main levée immédiate des comptes, ce à quoi il est en train de s'atteler, et pour la fédération, non seulement réhabiliter Amara, parce que vous le savez, à la suite de la saisie des comptes, et bien avant d'ailleurs, à la suite de la saisine de la justice, la fédération avait pris une mesure de suspension. Nous allons y revenir dès notre prochaine réunion de comité exécutif qui est prévue normalement en début de semaine prochaine. Et d'un autre côté aussi, en attendant de trouver une solution définitive sur les autres questions, nous entendons renoncer, le cas échéant, à notre procédure pénale que nous avions enclenchée par rapport au montant de 50 millions qui avait été versé par l'État. Donc, à titre d'avance sur salaire et que Amara conteste puisque disant qu'il s'agit de primes de signature. Mais l'un dans l'autre, il fallait poser des actes forts et nous allons nous retrouver autour de l'autorité de tutelle, le ministre des Sports, pour essayer de voir avec l'État, parce que l'État était tiers payeur dans toute cette histoire, comment trouver une solution définitive où chacun pourrait quand même se retrouver pour le bonheur du football sénégalais. Cette rencontre en question, pour sortir de cette histoire Amara Traoré, cette rencontre avec le gouvernement, est-ce qu'il y a déjà une date qui est retenue? La date qui est pour le moment retenue, c'est donc lundi. Maintenant, tout dépendra de l'agenda de l'autorité, c'est lui qui décide. Nous sommes à la disposition du ministre. Quand il nous appellera, nous viendrons. On sait que malheureusement, nous venons de perdre un être très cher au football sénégalais. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il va être enterré. Donc, cette date sera tributaire un peu de l'agenda du ministre et des autres aspects que nous ne maîtrisons pas. Voilà, nous viendrons justement au décès de Bokandé dans un instant. Le temps de parler des sélectionneurs en général. L'équipe sénégalaise a un nouveau sélectionneur. Comment s'est déroulé exactement le choix de Pierre Lechantre et de son adjoint Koto? Oui, après la décision de rupture du contrat d'Amara Traoré, la fédération, son comité exécutif avait mandaté donc le président que je suis pour travailler sur le dossier de la recherche d'un nouvel entraîneur. Moi-même, j'ai tenu à m'entourer de certains de mes collègues du comité exécutif et du DTN pour essayer de réfléchir sur le meilleur choix. Et nous sommes partis, après concertation, sur la base d'une sélection rigoureuse et surtout objective, en partant de critères prédéfinis, assez clairs, assez transparents, et aussi en nous ouvrant largement, non pas seulement à ceux qui avaient soumissionné pour déposer la candidature, mais à toutes les compétences où qu'elles se trouvent dès l'instant qu'elles remplissaient les critères que nous avons définis. Et au finish, nous avons abouti à un choix qui se trouve être Pierre Lechantre. Il était en pole position avec quelqu'un que nous connaissons bien au Sénégal, qui est Bruno Metsu. Et je pense qu'au vu des critères qu'on avait définis et de leur cursus, ils remplissaient tous les deux les critères pour être entraîneur national. En définitive, la fédération a porté son choix sur Pierre Lechantre parce que simplement, en rapport avec nous, les objectifs que nous sommes en train de poursuivre, nous avons pensé que l'apport d'un regard nouveau qui se pose sur le domaine technique de notre football pourrait être l'élément déterminant pour l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés, qui sont de gagner enfin quelque chose pour le football sénégalais, qui, pour autant qu'il soit très connu dans le monde et très admiré, n'en demeure pas un football qui n'a jamais été gagnant. Alors, quels sont aujourd'hui les obstacles que le football sénégalais doit transcender pour être gagnant, comme vous le dites? La première, à mon avis, c'est l'aspect de la division. On s'en rend compte, quand on regarde la presse, à chaque jour, on voit que chacun tire de son côté, chacun tire par rapport à ses intérêts. Et je pense que c'est l'une de nos missions, et on s'y était engagé, c'est d'aller fédérer toutes les énergies au service du football. Je dis bien au service du football, parce que c'est important. Des fois, certaines franges du football sont plus là pour défendre leurs propres intérêts, leur propre chapelle. Et là, ça pose un vrai problème. Une fois que cette unité sera faite, je pense qu'une bonne organisation au niveau des instances de décision, parce qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, notre football a péché par ses dirigeants. Il y a aussi l'équation des moyens et des infrastructures. Et surtout, je pense, une politique
à moyen et à long terme qui nous permettent d'atteindre des objectifs après un processus bien réfléchi et bien déroulé. Parce que très souvent, la politique des raccourcis a été de mise dans notre football et elle n'a jamais donné de bons résultats. Le match amical que le Sénégal doit disputer le 26 mai prochain, dans un premier temps, l'on a cité la Côte d'Ivoire, puis il semblerait que l'on se déplace plutôt vers le Maghreb. Est-ce qu'on a déjà une idée de ce qui a amené la presse, en tout cas, à affirmer que l'on s'éloigne plus d'un match contre la Côte d'Ivoire? Je voulais d'abord préciser que ce match Sénégal-Côte d'Ivoire n'a jamais été monté parce que une chose de faire une proposition de match, une autre chose est de sceller donc un accord sur un match. Donc effectivement, il y a 2 à 3 mois, nous avions reçu une proposition d'un agent de la Côte d'Ivoire pour nous proposer ce match et notre réponse avait été claire. Nous ne pouvons décider ni de la tenue d'un match, ni d'un adversaire, tant que nous n'aurons pas un nouvel entraîneur, parce qu'il ne relève pas de la compétence ni d'un président de fédération, ni d'un comité exécutif, de mettre sur pied un match de préparation d'une compétition, c'est clair. Et depuis lors, nous avons attendu patiemment que notre entraîneur soit connu. Et une fois qu'il a été connu, nous lui avons soumis les différentes propositions que nous avions reçues entre-temps. Et il se trouve qu'il a été plus intéressé par la proposition de l'Égypte, qui, à mon avis, sera le prochain sparring partner du Sénégal. Ce sera à la date du 24 mai à Marrakech. Voilà. Et peut-être que nous aurons un deuxième match là-bas sur place, soit contre le Togo ou contre le Congo, soit un autre match ici à Dakar, mais tout ça est à confirmer et à affiner. Alors, Jules Bocandé, nous en parlions il y a un instant, est décédé justement ce 7 mai à Metz en France. Quel souvenir gardez-vous de l'homme? Bocandé, je pense qu'aujourd'hui, cette année 2012, sera marqué négativement pour le football par le départ brusque de Jules François Bocandé, parce que simplement c'était un homme d'une dimension exceptionnelle, un vrai ambassadeur pour notre football. Et je peux dire que si aujourd'hui, depuis 1985, le football sénégalais a fait du chemin pour être un football reconnu de par le monde, plus par l'aura de ces grands joueurs, par aussi certains exploits qu'on a réalisés, que par ses résultats réels sur le terrain, nous le devons à Bocandé. Je pense que c'est lui qui a été le détonateur de tout ce qui s'est enclenché derrière, qui a permis quelque part l'avènement de joueurs plus tard comme El Hadj Diouf, comme la génération de 2002, les Salif Diao et autres. Donc ça, nous le devons à Bocandé. Il a aussi, je pense, à un moment donné, permis la reconnaissance au plus haut niveau de la valeur du footballeur africain en Europe, en étant l'un des premiers joueurs à gagner un titre de meilleur buteur dans l'un des championnats les plus huppés du monde, c'est-à-dire le championnat de France, et surtout en montrant un certain caractère trempé qui a fait qu'on respecte encore davantage le footballeur africain qu'auparavant. Et je pense que c'est tout ça qui en fait un homme exceptionnel que le Sénégal pourra difficilement remplacer. Et comme je le disais ces derniers jours, on aura beau faire, il sera difficile, à mon avis, de rendre tout ce que Bocandé a donné au football sénégalais. Selon certains organes de presse, Jules Bocandé est décédé dans un dénûment relatif. Est-ce que cela est avéré? Et au niveau de la fédération, qu'est-ce que vous avez entrepris justement pour lui? Écoutez, je pense qu'il est clair que par décence et par respect à Bocandé, même si nous avions fait quelque chose, on ne le dirait jamais. Je pense que c'est là où on devrait commencer à respecter la mémoire de ceux qui sont partis. C'est vrai, Bocandé est un homme d'une dimension extraordinaire, mais surtout, l'une de ses grandes qualités, je n'étais pas un proche à lui, mais je l'ai suivi dans sa carrière. Tout jeune, j'étais admirateur de Bocandé. L'une de ses qualités, c'était sa fierté. Et aujourd'hui, je ne pense pas que tout le débat qui est fait autour de lui par rapport à sa situation matérielle, ça lui aurait plu. Ça n'a jamais été, à mon avis, même si je ne le connais pas bien, quelqu'un qui a tendu la main, il a toujours vécu fièrement. Et aussi, je pense que le football a essayé, autant que faire se peut, de lui rendre ce qu'il avait donné. Mais comme je dis, ce n'est pas possible de le satisfaire totalement. Et après sa carrière, on lui a confié les destinées de l'équipe nationale.
Et j'ai même lu dans la presse que d'ailleurs à cette époque, il n'avait même pas les diplômes, mais c'est par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à la reconnaissance que le peuple sénégalais lui devait, mais surtout par rapport à la valorisation de son expérience en tant que grand joueur qu'on lui avait confié cette équipe. Donc je pense que c'est un acte fort que nos prédécesseurs à la fédération avaient posé. Derrière, il a toujours accompagné jusqu'aux dernières années l'équipe nationale. Et maintenant, il faut savoir raison garder. Il faut lui donner les obstacles qu'il mérite. Garder sa mémoire et surtout élever sa mémoire, mais arrêter tout le temps de remettre sur je pense, sur le métier un débat qui n'est pas de circonstance en ces moments-là. Et personnellement, je ne pardonnerai pas à un seul membre de la fédération de dire qu'on a fait ceci pour Bokandé ou non. Je ne pense pas que ça soit de bon ton de le faire en ces moments. Alors, vu que vous estimez que par pudeur, il vaut mieux ne pas évoquer certaines choses, Jules Bokandé, comme vous le dites, n'aurait pas aimé. Parlons de ceux qui sont toujours vivants. Parlons notamment d'Henri Camara pour évoquer la question de la reconversion, de l'apport que l'on donne aux personnes qui ont défendu fièrement les couleurs sénégalaises. Henri Camara, record de sélection, 99, record de buts, 29. Aujourd'hui, qu'est-ce que la fédération fait pour lui pendant qu'il est encore là? Écoutez, Henri Camara, je pense qu'il est d'abord en activité et il se porte bien. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui a su bien gérer les ressources qu'il a obtenues du football. Notre fédération, depuis qu'elle est là, elle s'évertue quand même à valoriser les anciens. D'abord, quand vous regardez bien dans l'ancien staff technique, Amara Traoré, c'est un ancien de l'équipe nationale. Donc, actuellement, vous avez Joseph Koto qui est promu comme entraîneur adjoint. Et n'oubliez pas aussi que dès que nous sommes arrivés, nous avons essayé et nous avons travaillé avec Ferdinand Coly, qui a un travail important au sein de la fédération, de l'équipe nationale comme coordonnateur. Et nous avons aussi promu Aliou Cissé comme entraîneur adjoint et il vient d'ailleurs de qualifier l'équipe olympique avec l'entraîneur tutélaire Karim Séga Diouf. Donc c'est autant d'actes qu'on a posés pour montrer que nous devons rendre quelque chose aux anciens internationaux, aux anciens joueurs, mais à une seule condition, parce que c'est important. On ne peut pas donner des fonctions à des personnes qui ne puissent pas les gérer. Il y a une obligation pour certains d'aller après le football, se former, faire leur diplôme et aussi accepter de venir travailler à un certain niveau pour progresser. Parce que le fait d'être talentueux sur le terrain ne suffit pas aussi à apporter toutes les responsabilités dans le football et dans la vie au Sénégal. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui aussi, on aura beau faire, on ne peut pas caser dans les équipes nationales ou dans les fédérations tous les internationaux qui ont eu à porter les couleurs, qui sont tous aussi méritants les uns que les autres, même si le talent n'est pas le même, le rayonnement n'est pas le même, l'aura n'est pas le même. Aujourd'hui, nous avons peut-être une centaine ou peut-être un millier d'anciens internationaux qui attendent quelque chose de la fédération. Nous essayons de travailler à pouvoir les satisfaire, mais dans la mesure du possible, mais surtout dans la mesure de ce qu'ils peuvent apporter, parce qu'il ne s'agit pas de leur concéder une vie de rentier. Ça ne répond à aucune logique de développement d'un pays. Ils sont méritants, on leur doit une reconnaissance, on leur doit quelque chose, mais il faut qu'en retour, ils puissent continuer à apporter, surtout qu'ils acceptent de se former pour qu'on puisse les mettre en place. À côté de cela, hier j'en ai discuté avec d'anciens internationaux, nous allons réfléchir au sein de la fédération pour mettre sur pied un fonds de solidarité. À défaut de l'apport de l'État, nous essaierons de voir sur fonds propres comment financer le lancement en mettant un fonds de départ qui tournerait, ça c'est une idée qui est à développer au niveau du comité, qui tournerait autour de 10 à 15 millions, en mettant un comité de gestion ou de surveillance qui sera paritaire entre la fédération et l'association des anciens internationaux, mais cet argent-là ne pourra fonctionner et être fructifié que sur la base de cotisation de ces anciens internationaux, ou bien même des internationaux en activité. Il y en a beaucoup qui gagnent avec l'équipe nationale beaucoup d'argent, il y en a aussi qui gagnent dans le club beaucoup d'argent et qui pourraient quand même faire des actions dans le sens d'apporter quelque chose à ces anciens, parce que si ça devait reposer uniquement sur les épaules frêles de notre petite fédération qui n'arrive pas à vivre pour assurer sa pérennité et assurer ses activités au quotidien, ça va être difficile. Ça va être difficile. Alors, un mot juste sur la fédération. Dans quelle partie de vos activités vous avez le plus de mal? Est-ce que c'est par exemple dans le football masculin que nous évoquions tantôt, la gestion de l'équipe nationale? Est-ce dans les petites catégories, dans le football féminin?
où est-ce que vous avez le plus de mal à promouvoir le football? Parce que pour parler du cas des femmes, lorsque les femmes jouent au foot, elles n'ont pas forcément beaucoup de public. Oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense que là où on a le plus mal, si je devais vous dire la vérité, c'est dans les moyens. Parce qu'aujourd'hui, le mal le plus prégnant dans le football, c'est justement l'absence de moyens. L'État apporte quelque chose, mais uniquement pour les équipes nationales et également pour la prise en charge des salaires des entraîneurs. Mais à côté de cela, le football est une discipline. Souvent, les gens disent qu'il y a une discrimination de l'État par rapport au football. Mais si je vous disais que chaque année, nous sommes autour de d'1,5 milliard, rien que pour gérer le football local, le football féminin, les petites catégories, les championnats, les frais d'arbitrage et tant d'autres, avec aujourd'hui une part importante des frais des équipes nationales que nous prenons, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est l'équation des moyens qui se pose pour notre football. Quand le football se sera autonomisé et pourra générer plus d'argent, là, je pense que nous serons sur les rails pour pouvoir développer notre football, aussi bien au plan local qu'au plan international. Et c'est là l'occasion pour moi de rappeler à l'État l'adage chinois qui veut qu'au lieu de toujours donner du poisson à quelqu'un, apprends-lui à pêcher ou aide-le à apprendre à pêcher. C'est, je pense, un adage qui est encore d'actualité pour notre football. Si l'État nous mettait dans un environnement qui permettent d'attirer plus de sponsors, qui permettent de promouvoir certaines politiques, nous nous autonomiserions et nous n'aurions pas besoin de l'argent du contribuable pour faire fonctionner le football, ne serait-ce qu'en partie. Et l'autre chose à dire aussi, le déficit d'infrastructures pose problème dans ce pays-là. On a énormément d'équipes. Nous avons, je pense, en Afrique, le plus grand nombre de clubs affiliés, sauf erreur de ma part, parce que nous en sommes au moins à 300. C'est énorme. À Dakar, rien qu'à Dakar, on en a pratiquement plus de 100. Et pour organiser les compétitions, ça coûte. Et surtout, on a des problèmes de programmation énormes. Mais l'un dans l'autre, depuis 2 ou 3 ans, quand même, les compétitions se déroulent normalement. Tout le monde joue. Nous avons pu asseoir des équipes nationales dans toutes les catégories qui sont assez performantes. Et je dois saluer aujourd'hui, parce qu'on se focalise toujours sur l'échec de l'équipe A, mais c'est un peu le point noir dans une certaine embellie qui est en train de se tracer, parce que pour la première fois, notre équipe olympique va jouer les JO, c'est important. Notre équipe cadette a joué sa première Coupe d'Afrique il y a 1 an. L'équipe féminine, dans ce mois de mai, est à une confrontation d'une qualification historique pour une première à la Coupe d'Afrique des Nations féminines, puisque si nous battons le Maroc à partir du 18 ou du 22 prochain au Maroc et que nous fassions un bon résultat ici à Dakar, nous serons qualifiés pour la première fois. Donc je pense que le travail de fond qui s'est fait, pas seulement sous l'égide de notre fédération, mais depuis quelques années, il faut le reconnaître, avec le CNF, mais bien avant d'ailleurs avec les anciens fédéraux, il est en train de payer. Il faut qu'on persévère, qu'on soit surtout patient, parce que dans le domaine du football, ce qu'on constate souvent, c'est que les Sénégalais ne sont pas forcément patients et ils attendent tout de suite des résultats sans avoir investi auparavant de quoi donner ces résultats. Juste avant de sortir de cet aspect, vous parlez des réformes qui permettraient à la fédération d'attirer des investisseurs. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait que l'État vous permette de faire? Écoutez, je pense que dans tous les pays de grand football, l'État a créé un cadre incitatif pour attirer tout ce qui est annonceurs, sponsors. Et il a mené une politique avec les chaînes de télévision pour promouvoir l'activité. Aujourd'hui, tout le battage qui est fait autour de la lutte, si l'État investissait pour qu'on puisse le faire à travers les médias pour le football local, je pense que le football professionnel serait reparti. Si l'État avait créé avait pris des mesures incitatives, par exemple, pour permettre à certaines sociétés qui investissent dans le sponsoring des clubs de pouvoir défalquer ces investissements de l'assiette de calcul de leurs impôts quelconques ou bien de leurs chiffres annuels imposables, je pense que ce serait un signal fort et ça attirerait plus d'annonceurs pour notre football. À côté de cela, essayer d'aller plus avant dans la création d'infrastructures de qualité. Aujourd'hui, on ne peut pas proposer un spectacle de qualité qui peut attirer des sponsors quand les matchs doivent se dérouler dans un stade comme Demba Diop. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on a un seul stade correct, c'est Léopold Senghor. Et encore, comparé aux autres stades qu'on voit chaque jour quand on va jouer, il n'y a pas photo. Et pour ce qui concerne aussi l'État,
Ce que nous attendons, c'est qu'ils nous permettent d'avoir un cadre juridique et réglementaire plus progressiste. En quoi faisant? En réformant nos textes, parce que ça, c'est le cadre général du sport qui doit être revu. Et on espère aussi qu'avec la promesse de renforcement du budget du ministère, le ministère sera encore plus en mesure d'apporter son soutien et au football et aux autres disciplines. Donc, c'est des mesures ardues dont on a besoin, des mesures de rupture pour vraiment développer le football. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que quand on parcourt l'Afrique du nord au sud, on se rend compte que nous n'avançons ni dans les infrastructures, ni dans les moyens qui sont investis dans le football. Aujourd'hui, nous allons jouer un match contre l'Égypte. Non seulement ils vont nous prendre en charge éventuellement pour le transport, mais ils vont nous donner un cachet de 50 000 $. Si le Sénégal voulait faire jouer une équipe ici, elle ne pourrait pas être en mesure de le faire. Donc c'est ça la différence. Et il ne faut pas qu'on s'étonne que là où d'autres investissent des milliards dans le football, comme l'Égypte, qui a donc aujourd'hui enchaîné 3 titres de Coupe d'Afrique, que nous ne puissions rien gagner parce qu'on n'en a pas investi assez pour avoir les résultats que nous attendons. Et c'est bien à chaque CAN de sortir 1 milliard ou 2 milliards, mais c'est pour moi de l'argent jeté par la fenêtre parce que l'investissement de fonds qui devrait permettre non seulement d'avoir des résultats et de les pérenniser n'est pas fait. Il n'y a pas de vraie politique de développement du football. Et aujourd'hui, investir sur le football, c'est investir sur le sport. Parce que quand le jour où le football marchera vraiment au plan financier, au plan des résultats, le football sera la locomotive qui va traîner les autres disciplines. Et je pense que les autres disciplines doivent le comprendre et accepter le principe que l'aide de l'État favorise encore plus le football pour le bonheur des Sénégalais, parce qu'ils sont passionnés de football, mais pour le bonheur aussi du sport sénégalais en général. Alors, vous avez été élu en 2009, vous avez battu El Hadj Malick Gakou, qui actuellement est le ministre des Sports. Comment ça se passe exactement vos rapports? Est-ce qu'il n'y a pas un petit parfum de revanche? Je dois d'abord dire que le terme « vous avez battu », je pense, ne me paraît pas correct parce qu'effectivement, nous sommes allés à des élections qui ne sont pas arrivées à leur terme parce qu'il a posé un acte fort, je tiens ici à le rappeler, après le premier tour. Et cela, d'ailleurs, entre gentlemen et surtout entre amis, au moment où les gens étaient en train de voter, on en avait discuté, on avait dit que si l'un d'entre nous arrive au premier tour, l'autre devait se désister. C'est vrai que l'écart n'était pas si immense, c'était 190 contre 140. Oui, donc vous voyez, donc il aurait pu dire je vais me représenter au deuxième tour et jouer sa chance à fond parce qu'il y avait quand même une réserve de voix, d'une quarantaine de voix qui étaient encore prenables, notamment les voix qui appartenaient au troisième candidat. Donc je pense qu'il a eu la grandeur à ce moment-là de comprendre et de le dire que le football est un et indivisible, peu importe que ce soit Augustin Senghor ou lui. Et ça, moi, je l'ai apprécié à sa juste valeur. Et depuis lors, on a gardé de bonnes relations. Dieu a fait qu'aujourd'hui, il dirige donc le ministère des Sports, parce que simplement, c'est un passionné de sport. Et il n'y a pas de raison qu'on ait pu collaborer avec d'autres ministres qui ne sont pas de la famille du football et qu'on se soit entendu. Je pense que j'en suis à mon 4e ministre des Sports depuis 2 ans et demi. Et j'espère même qu'il va rester longtemps parce que l'un des problèmes que nous vivons, c'est qu'à chaque fois qu'on commence à s'habituer ou à s'organiser avec un ministre, il est appelé à partir et un autre vient. C'est un éternel recommencement. Et je pense que pour le moment, je peux vous confirmer que les relations sont au beau fixe et nous collaborons de manière franche et sincère. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une communauté d'intérêts. La réussite du football, c'est la réussite du ministère des Sports et vice-versa. Alors, en 2009, lors de cette élection, justement, certains journaux également affirmaient que vous étiez le candidat chouchou, entre guillemets, du pouvoir. À présent, le pouvoir a changé. On était à l'époque du PDS, maintenant on est à l'époque de la coalition Benno Bokk Yakaar. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur des prochaines élections à la tête de la Fédération sénégalaise de foot? Écoutez, je pense que là-dessus aussi, je ne sais pas. Si j'étais le candidat du pouvoir, je l'étais un candidat passif. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que je suis acteur du football et du sport depuis ma tendre enfance. J'ai été président d'ASC à un âge où très souvent les gens continuent de jouer. Je jouais au Navetan et à 23 ans, je suis devenu avocat stagiaire. Je n'avais plus le temps. On m'a imposé d'être président de mon ASC. Donc je peux vous dire que j'ai fait du chemin. Ma légitimité, je la tire d'aucun pouvoir. Tout le monde me connaît dans ce pays-là. On sait que je ne suis d'aucun parti politique.
et je suis à l'aise pour le dire n'importe où et devant n'importe quel régime, parce que c'est mon choix personnel. J'aurais pu faire comme n'importe qui, choisir la voie de la politique. Et c'est vrai, à un moment donné, il était important de se positionner parce que, et d'ailleurs, les gens oublient toujours que c'est seulement à une semaine des élections que j'ai décidé de me présenter parce que j'ai longuement hésité. Je n'avais jamais voulu m'investir autrement que dans mon équipe qui est l'Union sportive goréenne. Et je peux même me permettre de rappeler une discussion que j'ai eue avec le ministre Malick Gakou à l'époque, parce que lui, justement, était de l'opposition. Et je lui disais, Malick, moi, mon problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes numéro 2 ou numéro 3 de l'AFP. Si vous présentez et que le régime en place ne vous permet pas de travailler, parce que si vous avez des résultats, les gens vont se dire que ça va profiter à votre parti. Qu'est-ce qui sera le perdant? Si vous êtes en bras de fer avec l'État, ce sera nous les footeux. C'est nous qui allons souffrir. Et si je dois me présenter pour préserver les intérêts du football par rapport aux convoitises politiques, ça, je vais le faire. C'est l'une des raisons qui m'ont motivé à me présenter. Je n'ai jamais demandé le soutien de qui que ce soit. Maintenant, que les gens aient un intérêt objectif à ce qu'Augustin passe plutôt que Malick Gakou parce qu'ils sont des politiciens, ça, on est en démocratie, je ne peux pas l'empêcher. Mais l'un dans l'autre, je pense aussi que j'étais le candidat aussi de dirigeants de football parce que nous sommes dans un domaine du mouvement associatif où on ne peut embrigader personne. Et c'est clair. Et aujourd'hui, si je dois me représenter, je serai, je pense, jugé sur mon bilan. Et comme je l'ai dit, je suis venu, je ne suis pas un messie, je viens pour travailler pour mon football, j'aurais pu me consacrer à autre chose. Si d'aventure je devais me représenter, parce que c'est important aussi de le dire. Il n'y a pas de limite en termes de nombre de mandats à la fédération. Donc il n'y a de limite que celle qu'on peut se poser ou celle que les électeurs peuvent poser. C'est-à-dire aujourd'hui, il faudrait d'abord que moi je décide de renouveler mon mandat. Et on n'en est pas encore là. Je suis en train de travailler sur des dossiers. Le temps du renouvellement viendra et en ce moment-là, j'aviserai. Et ensuite, je pense que ce qui intéresse la famille du football, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse fédérer la famille du football, d'avoir quelqu'un, à mon avis, qui puisse se placer au-dessus aussi bien des contingences politiques que des contingences d'intérêt crypto-personnel en termes sportifs. Et si la famille du football pense que j'ai bien rempli ma mission, je n'aurai pas de problème pour avoir un second mandat. Si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de fin du monde, la vie continuera. Je n'ai pas été élu pour rester définitivement dans cette fédération. Je ferai ce que j'ai à faire, comme mes prédécesseurs l'ont fait, et quelqu'un d'autre prendra la suite. Voilà. Merci à vous, Maître Augustin Senghor. Nous vous laissons le dernier mot avant de sortir de cet entretien. Simplement appeler tous les Sénégalais à rendre un grand hommage à Jules-François Bocandé. Nous avons perdu un homme qui a tout donné au football sénégalais et à son pays. Nous devons montrer l'attachement du football sénégalais et du peuple sénégalais à sa mémoire et surtout travailler à perpétuer cette mémoire-là. Et ensuite lancer un appel, c'est l'occasion de le dire, à toute la famille du football et à tous les Sénégalais pour qu'on s'unisse pour l'intérêt de notre football. Il est temps que tout le potentiel qu'on a en joueurs, en possibilité de réaliser quelque chose puisse se matérialiser par des résultats effectifs. Et pour ça, nous avons besoin de l'apport de tout le monde. En tout cas, nous voulons une union des cœurs. Et c'est dans cette démarche qu'on s'est inscrite avec Amara. Je pense même qu'on ira au-delà, parce que ma volonté, c'est de proposer même à ma commission de discipline, mais aussi à mon comité exécutif, de revoir certaines dissensions qu'il y a eu, comme avec d'autres membres de la famille du football, comme El Hadj Diouf et tant d'autres, pour qu'on puisse réunir tout le monde autour de l'intérêt général du football. Ne serait-ce que la mémoire de Bocandé, Jules-François Bocandé, vaut la peine de le faire. Merci à vous, Maître Augustin Senghor. Merci d'avoir été l'invité de la rédaction. Merci Thomas. Merci à vous d'avoir suivi l'invité de la rédaction sur Africa 7. Notre invité était Maître Augustin Senghor. Il est maire de Gorée, il est avocat, il est président de la Fédération sénégalaise de football. C'est en cette dernière qualité que nous le recevions. Retrouvons-nous bientôt avec un autre invité, toujours sur les ondes d'Africa 7. Agréable suite de programme.